Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, le processus électoral est amorcé au Bénin. Le dépôt de candidature pour la présidentielle du 28 février est ouvert depuis ce samedi. Les candidats ont jusqu'au 12 janvier pour se déclarer. En Centrafrique, par contre, il suit son cours. Le pays se dirige vers un second tour. Aucun candidat n'ayant obtenu la majorité absolue lors de la présidentielle du 30 décembre 2015. Gros plan dans ce journal. Et puis, publication du rapport ITIE 2013 en Guinée, une résolution qui devrait permettre au pays de bénéficier de l'appui budgétaire de l'institution internationale à hauteur de 400 millions de dollars. Ça y est, le dépôt de candidature pour la présidentielle du 28 février 2016 est officiellement ouvert au Bénin. Au nombre des prétendants à la magistrature suprême, plusieurs anciennes figures de la classe politique. On fait le point tout de suite dans ce reportage de notre correspondant Lefty Ounou, commenté par Birama Saonera. Au Bénin, le dépôt des dossiers des candidatures pour l'élection du 28 février 2016 est effectif. Démarré officiellement samedi 9 janvier 2016, conformément au calendrier électoral établi par la Commission électorale nationale autonome, Sénat, les candidats se sont manifestés pour enregistrer leur dossier de candidature pour la présidentielle. Au nombre de ces candidats se retrouvent des anciennes figures de la classe politique. Je viens d'obtenir mon récépissé. Ça veut dire que la conformité, le reste, c'est le processus. Et c'est au terme de ce processus que nous pouvons dire que le dossier est accepté et que nous pouvons rentrer dans le vif du sujet. Tout s'est très bien passé. J'avoue que j'ai été impressionné par toute la solennité qui entoure. C'est toute une cérémonie carrément. C'est impressionnant. Conformément aux articles 339 et 340 du Code électoral de la loi numéro 2013-06 du 25 novembre 2013 portant Code électoral en République du Bénin, 7 pièces sont indispensables pour la déclaration des candidatures. Parmi celles-ci, on note la preuve du paiement régulier d'impôts sur les revenus et de l'impôt foncier des 3 dernières années. Cette pièce a induit le rejet provisoire des dossiers de quelques candidats. Je voudrais d'abord parler de l'issue de l'exercice parce qu'il m'est revenu et qu'il fallait repartir à la direction des impôts pour que ce soit plutôt le directeur national qui signe ma déclaration d'impôt qui est faite à Parakou. Je n'avais pas ce détail-là. Je croyais qu'il suffisait d'avoir un document signé par nos services, mais il fallait la confirmation de la direction générale qui, elle, est à Cotonou. Voilà. Donc, je n'ai pas déposé mon dossier. Au total, 7 dossiers ont été enregistrés par la Commission électorale nationale autonome, Sénat, au terme de la première journée de l'opération de réception des dossiers de candidature. Au nombre de ceux-ci, 3 dossiers ont été jugés conformes et enregistrés par l'institution. Celui d'Enoch Christian Lagnidé, Simon-Pierre Adovelandé et Gracien Ougbeji. Rappelons que la clôture du dépôt des dossiers est prévue pour le mardi 12 janvier 2016. Et de l'autre côté de la frontière, au Niger, l'heure est déjà à la validation des candidatures pour la présidentielle du 21 février 2016. 15 dossiers ont été retenus par la Cour constitutionnelle. Parmi eux, celui de l'opposant Ama Amadou, écroué depuis près de 2 mois pour un trafic présumé d'enfants. Le chef de file de l'opposition, Seyni Oumarou, et l'ancien président Mahaman Ousmane sont également en lice pour ce scrutin, de même que l'ancien ministre du Plan, Amadou Boubacar Cissé. Un duel d'ex-premiers ministres se dessine en Centrafrique. Selon les résultats globaux mais provisoires, Anissé Georges Dologuélé et Faustin Archange Touadéra sont arrivés en tête de la présidentielle du 30 décembre 2015. Les autres candidats appellent à la contestation. Les précisions d'Olivia Hiré-Dobré. Le processus électoral suit son cours en République de Centrafrique. Le duel pour la présidence opposera 2 anciens premiers ministres, Anissé Georges Dologuélé et Faustin Archange Touadéra. Économiste de 58 ans, Anissé Dologuélé, perçu comme l'un des favoris de l'élection, a obtenu 23,78% des suffrages devant son rival Faustin Archange Touadéra, crédité de 19,42% selon les chiffres de l'autorité nationale des élections. Le candidat Dologuélé se dit satisfait des résultats du scrutin du 30 décembre 2015, alors même qu'une vingtaine de candidats dénoncent certaines irrégularités. Ces derniers ont par ailleurs exigé dans une déclaration commune en date du 4 janvier 2016 l'arrêt des opérations électorales. Il y a toujours des irrégularités et l'organisation par l'ANE a connu quelques faiblesses.
Et donc, quand une organisation a des faiblesses, quelques candidats en profitent, ou tout au moins leurs partisans en profitent pour essayer de faire passer des choses pas très réglementaires. Donc, nous l'avons tous dénoncé. Maintenant, les personnalités vont s'adresser à la Cour constitutionnelle, comme chacun de nous, pour relever les irrégularités. La satisfaction d'être au premier tour, d'être le premier sorti des urnes pour le second tour, n'empêche pas que quand il y a des irrégularités, mais concernant mes candidats aux élections législatives, que nous ayons que nos équipes de juristes qui travaillent sur ça. Mais nous ne faisons pas du bruit autour. En cas de victoire à l'élection présidentielle, Anissé Georges Dologuélé promet d'axer ses priorités sur la création d'emplois et la formation de la jeunesse dans une Centrafrique où la moitié de la population est âgée de moins de 18 ans. Ma principale action sera de créer les conditions pour lancer le secteur privé, faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de richesses de créer, ce qui implique qu'il y ait création de richesses et création d'emplois où la majorité de la population centrafricaine est jeune. Il faut bien les former, les éduquer, les former et leur donner les moyens d'accéder à des emplois divers, leur offrir des possibilités financières en termes de lignes de crédit, en termes de microfinance, pour qu'ils puissent faire du petit business et que petit à petit, cette jeunesse change de paradigme de la logique de fonctionnariat à la logique de chef d'entreprise. Les résultats annoncés par l'autorité nationale des élections pour la présidentielle centrafricaine restent provisoires. Le gouvernement centrafricain a quant à lui affirmé qu'il n'était pas question d'arrêter le processus électoral. La Cour constitutionnelle dispose de 15 jours pour examiner les recours et valider les résultats définitifs. De la décision des juges constitutionnels dépendra le maintien du calendrier. Le deuxième tour des élections est pour l'instant prévu le 31 janvier 2016. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau l'ancien ministre centrafricain Joachim Kokaté. Monsieur Kokaté, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Alors, on l'a vu dans le reportage, Anissé Georges Dologuélé et Faustin Archange Touadéra sont arrivés en tête de la présidentielle du 30 décembre 2015 et se dirigent donc vers un deuxième tour. Comment avez-vous accueilli l'annonce de ces résultats ? C'est avec une grande satisfaction que j'ai accueilli cette annonce de résultats. Tout simplement, ce que je voulais dire ici, je veux dans un premier temps saluer la classe politique centrafricaine. Je voulais aussi saluer le courage et l'honneur des 30 candidats aux élections présidentielles qui ont eu à dépasser leurs égos et en demandant tout simplement aux électeurs de rester à la maison, d'observer le calme, tout en suivant de près le processus du dépouillement. Cependant, plus d'une vingtaine de candidats à cette élection ont exigé l'arrêt du processus électoral. Ils dénoncent une mascarade électorale. Quel est votre positionnement sur cette question et est-ce que ces requêtes ont une chance d'aboutir finalement ? À ma connaissance, ils ont déjà trouvé un autre moyen qui est la voie légale. Ils ont introduit des requêtes au niveau de la Cour constitutionnelle. Et c'est à la Cour constitutionnelle qui va trancher et qui donnera effectivement des résultats probants ou pas probants. Qu'est-ce qu'ils attendent par rapport à leurs requêtes pour ne pas que le pays puisse chavirer dans le cycle de violence. Mais personnellement, pensez-vous que ces requêtes sont justifiées ? De toutes les façons, tous les candidats ont souligné qu'il y a eu un dysfonctionnement au niveau de l'organisation des élections. Alors, je pense que ces requêtes sont fondées et c'est à la Cour constitutionnelle de rendre sa dernière décision pour dire si les doléances posées par certains candidats sont recevables ou pas. Il est vrai que le processus électoral a mis du temps à démarrer, mais est-ce qu'il faut pour autant remettre en question l'ensemble des efforts fournis jusqu'ici ? Non, je ne pense pas. Le peuple centrafricain a tant souffert. Le peuple centrafricain, que d'ailleurs, en passant, je profite pour saluer le courage du peuple centrafricain qui s'est fortement mobilisé pour aller à ces élections groupées. Alors,
il est hors de question d'arrêter le processus électoral en cours. Alors au Burkina Faso, les observateurs se sont accordés pour dire que la transition a réussi. Est-ce qu'on peut espérer le même résultat dans votre pays, la République centrafricaine? Mais pourquoi pas? Je crois, nous devons croiser le doigt. Il faut espérer que dans les jours à venir, nous aurons un chef d'État qui sera démocratiquement élu et nous parlerons aussi d'une fin de transition et une fin de transition, même si chacun a son point de vue, a des observations à cette transition réussie ou c'est pas réussi et tout, mais nous voulons tout simplement que la République centrafricaine puisse aller de l'avant avec les nouvelles autorités qui seront mises en place. Justement, au sujet des nouvelles autorités, vous, en tant qu'ancien ministre, quelles doivent être, selon vous, les priorités des prochaines autorités centrafricaines? Dans un premier temps, il faut d'abord faire rétablir l'autorité de l'État, la refonte des forces de défense et de sécurité, mettre un accent particulier sur le DDR-R, c'est-à-dire que je vais parler là du désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement des combattants étrangers. Et il faut aussi mettre un accent particulier sur la jeunesse, parce que la jeunesse a tant souffert. Donc il faut donner beaucoup plus de l'emploi à la jeunesse, amener les jeunes à la formation dans le domaine commercial pour leur permettre d'avoir une occupation décente. Merci beaucoup, Monsieur Joachim Kokate, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes ancien ministre centrafricain. Dans le reste de l'actualité, Hosni Moubarak ne bénéficiera pas d'une remise de peine. La Cour de cassation a rejeté ce samedi le pourvoi en cassation de l'ancien président égyptien et de ses deux fils. Ces derniers avaient été condamnés en mai 2015 à 3 ans de prison pour corruption et détournement de fonds publics. Ils ne devraient toutefois pas retourner derrière les barreaux puisqu'ils ont déjà purgé leur peine en détention préventive. Ils devront néanmoins s'acquitter d'une amende de 125 millions de livres égyptiennes et restituer 21 millions au trésor égyptien. Le rapport ITIE 2013 a été rendu public le 31 décembre 2015 en Guinée. Le document fait le point sur le niveau de transparence dans les industries extractives et propose quelques orientations pour consolider la gouvernance publique dans ce secteur. Les détails avec Emmanuel Mimona. C'est le premier rapport publié en Guinée selon les normes prescrites par l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives. Il permet de renforcer la compréhension du niveau des contributions du secteur extractif au développement économique et social du pays. Le document fait également le point sur l'environnement du secteur extractif guinéen, tout en proposant des orientations visant à consolider la gouvernance publique des industries minières dans le pays. En 2012, nous avions un montant de 379 974 000 dollars et en 2013 c'est 301 millions, je crois 564 000 dollars. Donc ça c'est la différence au niveau des montants qui ont été collectés par les deux différents rapports. Maintenant, la différence au niveau de la collecte a été que par rapport à 2012, nous avons ajouté les sociétés de sous-traitance directe des sociétés minières. Ce document élaboré par des experts indépendants a permis de collecter, rapprocher et compiler pour l'année 2013 les paiements déclarés par les entreprises extractives enregistrées en Guinée et les paiements effectivement perçus par l'État. L'exercice de rapprochement a couvert plus de 97% de ce que l'État a déclaré avoir reçu des 33 entreprises identifiées comme étant les plus contributrices au budget national. Cette fois-ci, nous avons englobé non seulement les sociétés minières en exploitation, les sociétés en développement. Nous avons également ajouté les comptoirs d'achat de diamants et d'or, ainsi que certaines carrières d'exploitation de granit. Donc ce qui fait qu'on a élargi le périmètre pour couvrir le maximum de sociétés minières. L'exercice de rapprochement des données ITIE 2013 représente 28% des revenus totaux de l'État au cours de la période couverte. Les écarts constatés en comparaison avec les rapports précédents ne sont pas de nature, selon les experts, à remettre en cause la crédibilité de ces documents. Avec ce rapport, la Guinée, qui est connue pour être un pays riche à cause de ses mines, maintient sa position de conformité quant à la transparence dans les industries extractives. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.